Premier degré. Alors, je vous interromps parce que Béatrice Zavarro est là. Et en direct. elle est en direct. Elle est en direct, Madame Zavarro. Donc je voulais absolument qu'elle soit là. Bonjour et merci, Madame. Vous êtes l'avocate de Dominique Pellicot. Et vous vouliez intervenir pourquoi? Parce que hier, le président des débats n'a pas souhaité, n'a pas voulu que Monsieur Pellicot réponde à Gisèle Pellicot. Et on a vu ce qu'avait dit Gisèle Pellicot hier. Je suis une femme totalement détruite, je ne sais pas comment je vais me reconstruire, me relever de tout ça. Heureusement, je suis soutenue par un psychiatre et il me faudra encore beaucoup d'années. Elle a parlé de son mari avec des mots. Dominique, nous avons eu 50 ans de vie commune, j'ai été une femme heureuse et comblée, nous avons eu 3 enfants, 7 petits-enfants. Tu as été pour moi un homme bienveillant, attentionné, jamais je n'ai douté de ta confiance. Et effectivement, cette trahison est incommensurable. Je pensais finir mes jours avec ce monsieur. Aujourd'hui, ma vie a basculé dans le néant, etc. Et manifestement, vous auriez aimé que Dominique Pellicot puisse lui répondre. Pourquoi le président n'a-t-il pas souhaité ce moment? Et pourquoi souhaitez-vous intervenir, Madame Zavarro? Bonjour. Bonjour monsieur, je souhaitais juste intervenir parce que je pense que ça aurait été un moment opportun pour avoir un vrai moment d'audience. On appelle un vrai moment d'audience, c'est-à-dire que Mme Pellicot est à la barre pour la 2e fois. Monsieur Pellicot avait envie de dire certaines choses. En même temps, monsieur Arata a la police de l'audience et a considéré à ce moment-là qu'on ne pouvait pas maintenir un échange pour des raisons qui lui appartiennent et que je peux comprendre l'argument. Ce que je veux surtout, c'est que nous puissions, à l'issue de ces débats, qui ont lieu matériellement parlant, on va dire, jusqu'au 18 novembre, puisque c'est à partir de cette date que vont commencer les plaidoiries des parties civiles, les réquisitions et ensuite les plaidoiries de la défense, qu'avant le 18 novembre, M. Pellicot puisse prendre la parole, puisse la reprendre surtout, et qu'il puisse exprimer à son épouse, à sa famille, les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. Et il me semblait important, compte tenu que Madame était à l'audience, était à la barre et qu'elle s'était exprimée, qu'elle s'était adressée à lui indirectement, sans le regarder pour des raisons qui lui sont propres et qu'elle a largement expliqué à la Cour. Il me semblait important que M. Pellicot puisse, dans ces conditions, s'exprimer lui aussi et commencer à cheminer pour éclairer la Cour sur les raisons de son geste. Ça me semblait être important. Le président, M. Arata, a décidé d'en faire autrement. Je ne m'insurge pas, je comprends moi qu'il y ait des problématiques d'audience qui font que, à un moment donné, on est obligé de s'arrêter, on est obligé d'interrompre, on est obligé de reprendre un planning qui est très serré. Donc, pas de difficulté. Ce que je veux surtout, c'est qu'il puisse reprendre la parole à un moment opportun et qu'il puisse s'exprimer. Je l'avais conditionné comme tel et j'avais considéré que c'était important de le faire au moment où Mme Pellicot serait présente à la barre. Eh bien, merci beaucoup, Madame Zavarro. Et comme la liaison n'est pas extraordinaire, au moins en termes sonores, on ne va pas prolonger cet échange, mais je vous remercie grandement. Et je retiens que Monsieur Pellicot, évidemment, pourra prendre la parole à un moment. Et oui, mais je ne sais pas si... ce qui s'est passé. Parce que pendant tout le président Roger Arata n'a pas souhaité... Le président l'a appelé Monsieur Pellicot. Hier, elle dit Dominique et elle lui pose une question directe. L'avocate indique qu'il est prêt à répondre. Et le président dit non, on a un expert en visio à 14h. Il y a donc là eu un moment suspendu où il pouvait se passer quelque chose. Absolument. Mais c'est incompréhensible. En réalité, Philippe Bilger. Il l'a dit hier soir, Maître Golnadel, le président a la maîtrise des débats, il les organise comme il l'entend, mais j'ai connu aux assises des moments absolument magiques où on sortait de la prévisibilité organisée et où tout à coup la relation effervescente, douloureuse, parfois forte, entre l'accusé et sa victime, aboutissait à des moments extraordinaires de vérité et de sincérité. Il aurait pu arbitrer, en effet, en faveur de Maître Zavarro. Oui, parce qu'il était prêt aujourd'hui. Il était prêt aujourd'hui, elle dit, j'avais préparé mon client, peut-être que dans 3 jours, il se dira, finalement, j'ai plus envie de parler. Donc quand on a un moment comme ça, avec un accusé qui est prêt à parler, je pense qu'il aurait été de bon ton de saisir l'opportunité. Bon, ce matin, l'avocat, cette fois, de Gisèle Pellicot était présent sur Radio Luxembourg. Je vous propose de l'écouter.
C'est à la fois un marathon et une épreuve de tous les instants, hein, très clairement, mais elle s'y est préparée. On a eu tout de même le temps de s'y préparer pendant 4 ans, 4 ans d'instruction. Elle savait que ça allait être dur. Elle est maintenant dans l'épreuve et elle est portée. Elle est très clairement portée par tous les témoignages qu'elle reçoit, qui sont innombrables, qui viennent du monde entier, des témoignages qui la bouleversent. Tout ça la porte parce qu'en réalité, elle se rend bien compte, même si elle le pressentait, que son histoire fait résonance dans la société. Sa vie est plus derrière elle que devant. Donc aujourd'hui, elle le fait vraiment pour les générations futures et il y a une dimension sacrificielle incontestable dans ce qu'elle fait. Gisèle Pelicot, donc, qui a pris la parole hier, je vous propose de voir l'essentiel de ce qu'elle a dit avec Corentin Alonso. Elle ne s'était pas exprimée à la barre depuis mi-septembre. Hier, Gisèle Pelicot a expliqué être totalement détruite et en phase de reconstruction. Depuis 8 semaines, j'ai été blessée. J'ai pris conscience que je n'avais pas à avoir honte. Je n'ai rien à me reprocher. Je veux que mon exemple serve aux autres, que toutes les femmes qui sont victimes de viol se disent « Madame Pelicot l'a fait, on peut le faire ». J'exprime surtout ma volonté et ma détermination pour qu'on change cette société. Elle s'est également adressée à son ex-mari sans jamais le regarder, expliquant ne pas avoir encore compris comment il avait pu en arriver là. Le président de la Cour n'a pas laissé Dominique Pelicot lui répondre. À la sortie de l'audience, elle a pu compter sur le soutien de son ancien professeur de théâtre entre 2009 et 2010. Et malgré tout ce qu'elle a traversé, elle est incroyable en fait. Et ouais, j'avais déjà beaucoup d'admiration pour elle et j'en ai encore plus aujourd'hui forcément. Elle a beaucoup, dans cet atelier, elle est passée qu'1 an. Il y a des élèves que j'ai pu avoir 6 ans et je m'en rappellerai pas, mais elle, 1 an, elle a marqué de sa belle présence. Gisèle Pelicot a confié être suivie chaque semaine par une psychiatre, avant d'ajouter ne pas savoir si le reste de sa vie lui suffira pour se relever. Il y a une séquence intéressante hier, puisque Madame Pelicot a, dans ses jeunes années, pratiqué l'art dramatique. Et elle a croisé son ancien professeur d'art dramatique, et un nom est arrivé dans la conversation, un nom sans doute que... Je ne sais même pas si vous connaissez, tiens, ce nom-là. Edwige Feuillère. Oui, oui, l'aigle à 2 têtes. Oui, mais parce que vous avez... Mais Sarah Salman, Sarah, je ne pense pas qu'elle... Non, je ne sais pas qui. Voilà, Edwige Feuillère, c'est un nom qui remonte... Non, alors moi, ça me parle parce que ayant des parents cinéphiles qui aiment le théâtre, etc., c'était un nom qui résonnait. Moi, ça me parle mais je pense que c'est plutôt, effectivement, ça dépend des familles. Mais moi, j'ai 40 ans, Edwige Feuillère, ça me parle. Alors attendez, Pascal, je peux vous dire que je suis spécialiste d'Edwige Feuillère. Bien sûr, bien sûr. Mais le nom résonne tout de même. Bon, Guylain Benessa, je le dis bien, cette fois vous êtes avocat et vous étiez venu au printemps dernier nous voir et aujourd'hui vous revenez autour de cette table. Alors voyez cet échange et souvenez-vous d'Edwige Feuillère qui jouait notamment avec Jean Marais, jadis. Oui. Merci Théo, t'es adorable, t'as une carte, Je t'ai amené un livre aussi. Oh génial, super. Et puis une petite pierre, tu sais, c'est une malachite, c'est pour que le mal il s'en aille loin de toi. Génial. Je garde un beau souvenir de toi, si tu savais. Je me rappelle quand tu me disais arrête de jouer les Edwige Feuillère. Tu te rappelles? Mais tu sais aussi que tu te rappelles que je te disais que tu étais faite pour jouer tous les grands personnages de tragédie. Tu étais faite pour jouer ça, mais j'aurais jamais cru que ça t'arrive dans ta vie. Mais tu as cette dignité, ce charisme, cette force. Merci pour tout ce que tu fais, ton courage. J'ai ma carte là, si tu veux nous joindre. On va devoir y aller. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Et ce professeur d'art dramatique qui a été interrogé par Stéphanie Rouquier à Avignon. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas, le témoignage du professeur d'art dramatique. Ben voilà ce que nous pouvons dire. J'ai souvent dit sur le plateau que Mme Pelicot était courageuse. Je ne le dirai plus. Car hier, elle a une phrase très forte. Elle dit « Je ne suis pas courageuse. J'ai simplement de la volonté et de la détermination. » Olivier d'Artigol. De la volonté, de la détermination pour faire évoluer la société. Et moi, je trouve que c'est bien qu'elle s'exprime comme ça, parce que ça incite d'autres femmes à parler. Et c'est pour la libération de la parole, je trouve que c'est très bien. Et Philippe Bilger, vous disiez qu'elle parle trop. Moi, je trouve au contraire qu'elle est extrêmement... Si, vous l'avez dit, je trouve qu'elle est extrêmement mesurée. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que les avocats elles-mêmes parlaient trop en dehors de l'audience. Oui, en dehors de l'audience. C'est tout à fait différent. Mais elle ne parle pas trop en dehors de l'audience. Elle parle avec beaucoup... Non, c'est faux, elle parle avec beaucoup de parcimonie. Aujourd'hui, elle a fait hier une déclaration. Mais ça veut dire quoi, je l'ai dit.
Je vous assure, vous me surprenez ce matin. Ça veut dire quoi, parler trop? Mais ça veut dire que... Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle dise à la société ce qui s'est passé. Lorsqu'on connaît bien les assises, lorsqu'on respecte l'institution judiciaire, eh bien, on garde l'essentiel de ces déclarations pour la cour d'assises. Oui, mais Et c'est fondamental. Madame Pellico, avec tout ce qu'elle a subi, elle peut quand même Quand on ne connaît s'exprimer. pas la cour d'assises, on n'est peut-être pas d'accord avec ça. Mais ça n'est pas un péché mortel. Tout le monde parlait énormément hors de l'audience. Et je trouve ça... J'entends Philippe ce que vous dites, mais une femme qui a vécu le calvaire qu'elle a vécu, venir sur un plateau de télévision bien assis pour dire cette femme parle trop, comprenez que ça peut choquer quand même un peu. C'est un peu difficile pour la victime et pour les femmes qui ont été victimes. Pas du tout. Je la trouve tout à fait remarquable et digne. Oui, mais elle devrait se taire. Comme l'a dit Olivier, elle doit... Je considère qu'on a un grand procès d'assises si on connaît un peu les assises. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là, que je ne les connais pas? Que vous en parlez d'autant plus volontiers que vous les connaissez mal, sans doute. Ça c'est votre jugement. Et donc, je veux dire, il est possible de considérer qu'on garde l'ensemble de ces explications pour la cour d'assises et que... Et il est possible de considérer que la victime a tellement souffert que ça peut lui faire du bien de parler. Mais Philippe, pourquoi? Parce que c'est pas que la cour d'assises, pardonnez-moi, c'est toute la société. Oui, donc j'entends ce que vous dites, mais c'est très corporatiste ce que vous dites. C'est-à-dire que la parole, elle doit être pour nous, les magistrats. Il y a le monopole du savoir et les autres ne peuvent pas en bénéficier. Dans les magistrats, c'est là que la vérité va s'élaborer. Mais la vérité, on la connaît. Pardonnez-moi. Là, elle nous parle de son ressenti à l'extérieur, et si ça peut lui faire du bien, j'ai envie de dire, tant mieux pour elle. Il y a parfois des jugements ou des, des tribunaux où on ne sait pas les affaires. Le huis clos a été levé. On ne sait pas l'affaire. On a quand même beaucoup d'informations sur l'audience. Moi, d'abord, je ne trouve pas qu'elle parle trop. Elle parle très peu. Je ne trouve pas qu'elle parle trop. 4 interventions Je pense même qu'elle ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire que sans doute des demandes ont été faites de télé, de radio, qu'elle parle en direct. Jamais je ne l'ai vue. La phrase que j'ai dite date. Ah bon, d'accord. Et au début, je considérais qu'il y avait une effervescence non judiciaire parfaitement inutile entre les avocats, les médias, mais qui n'était pas du fait de Madame Pellico. C'est un procès médiatique, donc c'est normal. Ont toujours été comme ça. Non. Du procès, je pourrais parler. Vous voyez les très grands avocats que j'ai connus, et je dirais généralement une cour d'assises qui savait se tenir, ne débordait pas dans des périphéries médiatiques qui privaient les jurés de l'essentiel. Mais là, il n'y a pas de juré, c'est une cour criminelle. Je ne pense pas du tout que Philippe Bilger ait besoin de moi pour le défendre, mais j'essaye d'avoir une position mesurée. Difficile sur ce plateau. Non, mais je pense que c'est un challenge. L'échec de la discussion qui aurait pu avoir, l'échange entre les deux, directement, entre monsieur et madame hier, le fait qu'il n'y ait pas eu ça, je pense qu'il ne faut pas mesurer non plus que... L'avocat le disait tout à l'heure d'ailleurs de Gisèle Pellico, c'est que nous jugeons constamment un fait de société. C'est-à-dire qu'on le remet en ligne de mire par rapport à la vision de la société dans son ensemble. C'est le tribunal médiatique. Hier, il y avait peut-être quelque chose comme une espèce de vérité judiciaire qui se cachait derrière les questions sociales. Je ne dis pas que les deux ne se rejoignent pas, mais à force de parler de la généralité, il y a quelque chose comme... Vous parlez du moment magique tout à l'heure, Philippe Bilger, de ce moment-là. C'est Bilger. Philippe Bilger, pardon. Je pense que là, des fois, on peut le rater, vous voyez, ce moment, à force de faire du global. Et Stéphanie Routier m'envoie ce message que je vous lis. Gisèle Pellico ne parle pas à l'extérieur de l'audience, elle n'a parlé qu'une seule fois. Oui. Elle n'a parlé qu'une fois, il y a un mois. Bon, voilà. Écoutons le professeur d'art dramatique. Je vous disais qu'il avait pris la parole, lui, écoutons-le. J'ai beaucoup aimé la compter parmi mes élèves parce qu'elle était d'une... Je vous dis, elle avait cette élégance, ce port de tête qu'on voit là aujourd'hui et en même temps, elle avait beaucoup de pudeur, elle était presque timide, elle n'osait pas des fois aller sur scène. Alors quand on l'a connue comme ça et qu'on voit là comment elle affronte tout ça, le courage qu'elle a, elle est incroyable en fait. Et ouais, j'avais déjà beaucoup d'admiration pour elle et j'en ai encore plus aujourd'hui forcément. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur le procès Mazan et je vous propose peut-être de
parler de cette actualité internationale avec cette interview remarquable qu'a fait hier Laurence Ferrari, qui était en Israël et qui a interrogé Monsieur Netanyahou, Benjamin Netanyahou. C'était une interview exclusive qui a été diffusée mercredi sur CNews et sur Europe 1. 3 choses sans doute à retenir, et vous me direz ce que vous en pensez, Gérard Carrérou. Ce combat contre la civilisation, est-ce que selon vous, Monsieur Netanyahou produit une bonne analyse? Écoutons-le. C'est une guerre de civilisation contre le barbarisme. Ce n'est pas seulement du terrorisme. C'est pire que cela. On est vraiment de retour au Moyen-Âge. C'est une sauvagerie qui nous rappelle les nazis. Et on les combat en votre nom. Nous avons atteint les capacités de combat du Hamas. Nous avons eu leur chef, ce chef qui a été à la tête de l'attaque la plus sanglante contre les Israéliens. Et je veux que les Français m'écoutent et m'entendent. Nous ne combattons pas seulement pour nous, mais nous combattons pour vous aussi. Il y a eu le Bataclan en France, et Toulouse, et Nice. Ces gens-là vous tueraient tous s'ils le pouvaient. Nous combattons ces terroristes, ce sont des islamistes radicaux. Ils assassinent des chrétiens, des arabes, des juifs, ils assassinent tout le monde. C'est une guerre de civilisation contre la barbarie et nous sommes en tête de cette guerre et la France doit soutenir l'Israël. Nous avons eu des vraies réussites et nous approchons de la victoire. Et il marque bien la différence évidemment entre les islamistes radicaux et puis les musulmans. Qu'il ne cite pas, bien sûr. Écoutez, vous me posez la question, je vais vous répondre le plus franchement possible. Je n'ai pas de sympathie particulière pour Netanyahou. J'ai interviewé dans le passé beaucoup de dirigeants israéliens, Arik Sharon, Shimon Peres et beaucoup d'autres, parce que j'ai suivi beaucoup de fois et j'ai fait beaucoup de voyages et de reportages en Israël. Depuis un an, depuis le 7 octobre, j'ai défendu, chaque fois que j'ai été interrogé sur un plateau ou dans une radio, à Europe 1 notamment, j'ai défendu le droit d'Israël à sa survie et à son existence. Je pense que cette guerre-là est une guerre de survie, et c'est effectivement une guerre de survie d'Israël qui s'inscrit dans une notion beaucoup plus générale, et là je rejoins le bouquin d'Huddington, c'est-à-dire le choc de civilisation. Je crois effectivement que dans cette guerre, terrible comme toutes les guerres, avec toutes les bavures et tous les morts qu'il y a et que je regrette, dans cette guerre, il y a effectivement un aspect de civilisation. Et que Israël est la pointe avancée. Comme la pointe du diamant, c'est la pointe avancée d'un Occident qui est aujourd'hui victime d'une attaque. Voilà. Et je pense donc que j'ai écouté Netanyahou, je partage ce qu'il a dit.